Cet homme nous annonça à Claude et à moi une nouvelle qui va bouleverser à partir de ce jour la libération de tous les travailleurs de France. 22 millions de salariés vont pouvoir se libérer. Vous avez bien entendu? 22 millions de salariés. Je vous demande d'accueillir comme il se doit le président directeur général du groupe Humalis, monsieur Christian Persson. Je ne m'attendais pas à une telle présentation. Je vais quand même préciser un petit peu les choses. Donc moi, j'ai une entreprise qui fait du portage salarial, principalement des ingénieurs dans l'informatique. Je vais vous donner un petit peu l'historique, donc comment j'ai pu m'intéresser au mouvement des libérés. Dans le portage salarial, ça existe depuis déjà une trentaine d'années. Ça consiste donc, lorsque vous avez quelqu'un qui trouve une mission chez un client, eh bien, il faut une structure pour facturer. Alors c'était surtout vrai dans les années 90. Quelqu'un qui trouvait une mission, s'il était demandeur d'emploi, indemnisé, il était obligé de créer sa propre entreprise pour facturer et récupérer ses honoraires. Sauf qu'à cette époque, quelqu'un qui crée son entreprise était immédiatement radié de la liste des demandeurs d'emploi. C'est ça l'histoire du portage salarial. Donc l'idée est venue de se faire porter par un copain qui a un numéro de SIRET, qui facture votre client et qui vous transforme cette facturation en salaire. Et donc dans ce cas-là, la personne portée pouvait continuer à déclarer son activité salariée avec ses bulletins de paye à la NPE et bénéficier d'un complément d'assurance chômage. Donc, jusque-là, tout semble très clair. Sauf que, avec le temps, beaucoup de gens, particulièrement des seniors, ont commencé à faire des missions, encore des missions, et comme le taux de chômage des seniors est très élevé, puisqu'on a un des plus faibles taux de l'Union européenne, on a beaucoup de gens, souvent des cadres de très haut niveau, qui restent au-delà de 50 ans, très longtemps au chômage, et cette solution du portage salarial s'est imposée et a fini par être acceptée par les partenaires sociaux, par M. Larcher aussi, qui a été secrétaire d'État à l'emploi. Donc on a créé un observatoire du portage salarial. Donc tout ça, maintenant j'accélère, mais tout ça, ça a amené des centaines de milliers de personnes à créer leur propre emploi en étant salariés, donc dans l'univers que vous connaissez bien de la sécurité sociale. Alors, normalement, c'est le début d'une belle histoire. Sauf que les personnes qui faisaient une mission et qui cotisaient donc à l'assurance chômage dans le cadre d'une mission en portage n'avaient pas le droit au bénéfice de l'indemnité d'assurance lorsqu'ils perdaient leur mission, lorsqu'ils n'avaient pas d'autres missions. C'est-à-dire que le taux de cotisation qui leur était appliqué, comme à tous les salariés, ne leur donnait aucun droit. Et il a fallu attendre très longtemps. En fait, en novembre 2011, après des dizaines d'années où on a prélevé sur ces centaines de milliers de personnes 10% de cotisation sur la masse salariale, donc ils ont cotisé des dizaines, peut-être des centaines de millions d'euros sur toute cette période, sans avoir officiellement le droit au bénéfice de l'assurance chômage. Pourquoi? Parce qu'on disait qu'il n'y avait pas de lien de subordination. S'il n'y a pas de lien de subordination, on est comme un TNS, on ne peut pas perdre involontairement son emploi, et de ce fait, on cotise, on n'a droit à rien. Alors, moi, il m'est arrivé une chose, c'est que ça m'a un peu agacé. J'ai eu un moment une femme, 47 ans, ingénieure, qui faisait une mission chez AXA, en l'occurrence, et cette personne est allée s'inscrire à Pôle emploi à l'issue d'une mission. Donc, on est bien dans Pôle emploi, c'est des assurances sociales. Et on lui a dit, mais chère madame, vous étiez en portage, donc, d'après les directives internes de l'UNEDIC, vous avez le droit à rien. Mais si vous voulez, vous pouvez faire une demande de remboursement des cotisations. Donc évidemment, c'est comme si on vous dit votre maison a brûlé, on vous refuse toute indemnité, mais vous pouvez réclamer vos primes. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. Et donc nous, on a attaqué en justice, au tribunal de grande instance de Nanterre, et on a gagné, on a fait condamner Pôle emploi. Cette personne a touché 1 an d'assurance chômage d'un coup, ça faisait en l'occurrence 50 000 euros. Et puis le juge a considéré que le Pôle emploi faisait preuve d'une résistance abusive.
Je vous raconte ça parce que c'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que moi, ancien salarié de la LPE, donc pétri un peu de cette idéologie du service public, de l'intérêt général, j'ai commencé à me poser des questions. Je me dis comment c'est possible que pendant tant d'années, on collecte une cotisation sur autant de gens et que lorsqu'ils en ont besoin, c'est un peu aléatoire selon le conseiller qui vous reçoit, selon le directeur d'agence. Ici vous avez le droit, là vous n'avez pas le droit. Mais au niveau du conseil d'administration de l'UNEDIC, c'est clair, vous n'avez pas le droit du tout. Mais vous devez quand même cotiser. Et si vous ne cotisez pas, vous avez le droit à ce que vous connaissez, c'est-à-dire des mises en demeure et des mises en cause, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai écrit une belle lettre, j'ai récapitulé sur 3 ans toutes les cotisations de tous mes salariés et j'ai demandé à Pôle emploi de les rembourser. Puisque officiellement, jusqu'au 7 novembre 2011, ils n'avaient aucun droit à l'assurance chômage. Donc rendaient les cotisations. Bon, avec une belle lettre d'avocat, en 15 jours, j'ai reçu 40 000 €. Mais après, c'est là où l'histoire est sympa, et là où je reçois le mouvement des libérés, c'est qu'à partir du 1er janvier 2012, les cotisations Pôle emploi ont été collectées par l'URSSAF, que tout le monde apprécie. Et donc là, eh bien, ça a bloqué. Je dis, mais vous voyez, Pôle emploi nous a remboursé tout de suite, pourquoi pas vous? Eh ben non. Alors on est en contentieux, ça dure maintenant 3 ans. Alors ils renvoient, on renvoie, ils ne veulent pas. Voyez. Et récemment encore, j'ai encore gagné, j'ai défendu un porté qui n'était pas cadre, il était technicien télécom. Et bon, certes, ils ont ouvert les droits à l'assurance chômage au cadre, mais pas au non-cadre, en novembre 2011. Donc ce monsieur n'était pas cadre. Alors il s'est trouvé qu'il a été presque à la rue, alors qu'il a cotisé pendant 3 ans. Et là, ça fait maintenant 2 ans qu'on a engagé sa défense et on vient d'avoir une proposition d'accord transactionnel de Pôle emploi qui accepte de lui donner tous les arriérés, plus une petite prime dommage-intérêt pour moi. J'ai dépensé quand même 10 000 € de frais d'avocat. J'ai droit à 1 000 €. Bon, pourquoi pas. Et donc, vous voyez, j'ai étudié un peu cette façon de procéder d'après certaines personnes à la direction de ces institutions d'assurance chômage, et ils avaient décidé de gagner du temps. Là, maintenant, il y a une ordonnance qui vient de passer, le portage c'est bon, on a le droit à l'assurance chômage sous réserve que le salaire soit supérieur à 2 700 € plus par mois. Alors, j'en viens à cette idée, c'est là que j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un souci, d'autant plus que mes petites démarches un peu sympas, ça a provoqué un contrôle URSSAF, et que la contrôleuse, elle m'a assuré que ça n'avait rien à voir, bien entendu. Bon, pourquoi pas. Et donc, elle m'a réclamé 200 000 € pour, vous savez, les ingénieurs que vous portez, ils sont en mission chez leurs clients, mais ils ne se déplacent pas, vous comprenez, ils sont certes indépendants, ce statut de portage, mais ils ne se déplacent pas, ils vont chez le même client tous les jours, pendant plusieurs mois, donc ils ne bougent pas. Donc, les frais de déplacement, vous comprenez, c'est un avantage en nature, donc il faut des cotisations dessus. Donc sur 3 ans, ça fait ça. Donc moi j'ai appris, c'est là que j'ai appris en regardant le site du mouvement des libérés et vos différents écrits qu'il y avait une procédure, il fallait l'ACRA, le TAS, bon, c'est bon, on y est, on est parti pour 10 ans, on va aller jusqu'en cassation évidemment. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Jean-Michel Lebotte. Et ça fait longtemps que je me dis qu'un jour, les gens devraient avoir le choix de leur assurance. Les gens qui choisissent d'être en portage, ils choisissent de travailler autrement. Pourquoi pas le choix de leur assurance sociale. Surtout que Humalis, moi je l'ai créé, j'étais au chômage. Et aujourd'hui, je fais 10 millions € de facturation avec pratiquement 150 salariés. Et ce qui fait en fait que le montant des cotisations pour nous, c'est sur 10 millions, c'est 5 millions en fait. Pratiquement. Les frais de gestion d'une société de portage, c'est 7%. En fait, on est un collecteur de cotisations au bénéfice de l'institution. Bon. Tout serait bien dans le meilleur des mondes si, pour le prix de ces cotisations, les gens avaient un service à la hauteur de la dépense, ce qui est, à mon avis, pas le cas. Et lorsqu'on compare avec les solutions européennes, on se dit pourquoi pas. Donc le raisonnement, si on le suit, c'est de dire à quel moment les personnes en portage auront le choix.
auront le choix. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de chacun d'entre nous. Donc pour ce qui est du Malis, on ne va pas changer. On a un modèle économique qui marche, les gens acceptent cette espèce de... Ça, moi j'ai un projet maintenant avec Jean-Michel, et c'est là effectivement que je veux bien assumer un engagement un peu plus militant, et c'est dans l'idée de... Donc là vous avez mon futur directeur général pour une société qui va s'appeler... Je te laisse dire, les libéraux, voilà, et qui va, donc je serai actionnaire, et Jean-Michel Lebotte sera en quelque sorte président, directeur général de cette société. Et avec tout le savoir que vous lui avez transmis à l'occasion de ce Tour de France, de ces échanges incroyables, parce qu'il s'investit H24 sur ce sujet, il lit tout ce qu'il y a. Donc je me suis dit, je ne peux pas trouver un meilleur expert pour assumer la responsabilité d'une entreprise qui va accueillir, conseiller, il va vous expliquer comment, les personnes qui veulent choisir la liberté sociale. Voilà. Et donc moi, en tant qu'actionnaire, et avec l'expertise aussi, parce qu'on a développé des outils logiciels et tout un savoir pour accompagner le projet d'entreprise, on va faire en sorte que très vite, il ait les moyens de sa réussite. Voilà.